Merci à tous d'être là. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Oui à l'innovation. Alors, comme son nom l'indique, Oui à l'innovation est un groupe de chercheurs, de professionnels qui se sont placés volontairement sur les voies de l'innovation, en tout cas plébiscitent l'innovation comme un facteur de progrès. Aujourd'hui, nous allons évoquer les questions liées à l'économie de la fonctionnalité. C'est une révolution qui est en cours. Alors, les économistes parlent du passage d'une économie de la transaction à une économie du service, d'une économie transactionnelle à une économie servicielle, dans laquelle on ne vend plus nécessairement un objet, une propriété, mais on vend un service, on vend un résultat. Par exemple, votre entreprise a souscrit un contrat de maintenance pour un nombre de pages imprimées chaque mois. Dans le secteur de l'agriculture, on livre une récolte ou des plants de sène ou un champ débarrassé des adventices. Euh, pour une société de transport, par exemple, c'est un certain nombre de milliers ou de dizaines de milliers de kilomètres qui sont vendus. On n'achète plus nécessairement des pneus. Et puis, je lis aussi, là, dans les fiches que j'ai sous les yeux, par exemple, que chez vous, Olivier Grel, directeur marketing, innovation RSE chez NJ Solutions, vous vendez un résultat de température un bâtiment à 19, 20 degrés, enfin, que sais-je, etc. Vous allez nous l'expliquer. Olivier Grel, précisément, est notre invité. Pour présenter NJ Solutions, je voudrais aussi vous présenter François Johnston, qui est consultant, accompagne les entreprises qui font de... Alors, l'EFC, pour qu'on soit tout à fait d'accord, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous enseignez également à Sciences Po et vous collaborez avec les écoles des mines. Vous nous parlerez de votre expérience, des obstacles que vous avez rencontrés, des solutions que vous déployez pour dépasser ces obstacles et des nouvelles chaînes de valeur. Je remercie également Vincent Dargène, qui est référent EFC à l'ADEME. Bonjour, merci d'être là. Vous nous direz quel rôle vous jouez ou dans ce processus de transition vers une économie des solutions. Johan Bérezia, vous représentez BASF, la division agro. Là, eh ben, vous nous direz que vous vendez une plante saine, précisément. Je pense avoir fait le tour de nos invités. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je leur rappelle également qu'il y a un petit onglet sur l'écran, puisque c'est un webinaire par lequel ils peuvent s'adresser à nous. Il y a un onglet qui s'appelle questions et réponses. Vous nous adressez vos questions et en général, je me fais le relais. Quand ces questions n'ont pas déjà été évoquées, je me fais le relais auprès de ceux qui sont nos invités. D'abord, bah, peut-être un tour d'horizon. Je me posais cette question de curiosité pure. À quel moment dans notre histoire économique récente remonte ce passage d'une économie de la transaction à une économie de la solution, ou à quel moment il y a une bifurcation, François Johnston? Merci Pascal, merci beaucoup. Euh, En fait, l'économie de la fonctionnalité, ça existe depuis extrêmement longtemps. Euh, Avant même l'ère industrielle, ça pouvait exister. On a des exemples qui plongent vraiment leurs racines dans l'histoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'accélération récente qu'on observe sur ces modèles et qui est rendue possible par plusieurs facteurs. D'abord, des facteurs réglementaires et des facteurs environnementaux. On sera amené à en parler. La réglementation européenne, la CSRD par exemple, reconnaît ces modèles comme étant des modèles de transition. Mhm, Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est un facteur technologique. À partir du moment où vous vendez un usage, ce qui est fondamental, c'est de maîtriser cet usage en tant que fournisseur. L'IoT, l'Internet des objets, la connectivité des objets, vous permet d'avoir une information en continu, avec des limites environnementales, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre des capteurs partout, mais enfin bon, ça aide tout de même fortement à mieux opérer ces modèles-là et à les rendre pilotables et profitables. Et puis troisième phénomène qui accélère oui. l'adoption, c'est euh, l'usage, l'habitude que nous avons tous maintenant dans notre vie de consommateur, euh, d'acheter de l'usage. Eh bien, dans le B2B, on voit le même mouvement apparaître. Alors, que vient faire l'ADEME dans ce monde? Vous allez nous l'expliquer, Vincent Dargène. D'abord, quel intérêt on peut en tirer collectivement en termes d'environnement? Alors,
Sur la partie environnementale, transition écologique, il y a plusieurs facteurs positifs si on bascule vraiment sur ce modèle économique qui est l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Déjà, la durabilité des produits. Si je reste propriétaire de mes produits, ce qui est souvent le cas en économie de la fonctionnalité de la coopération, j'ai tout intérêt à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc, du coup, Mhm. je ne suis plus sur le volume, donc, ce qui est un peu le modèle classique, hein, dominant actuellement. Là, le but, c'est vraiment d'améliorer la durabilité de mes produits. Donc, ce qui va faire que je vais extraire moins de matières premières, que je vais consommer moins de flux, eau, énergie, déchets pour produire mes produits, etc., etc. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle le RRR, réemploi, réutilisation, réparation aussi, pour que mes produits durent encore plus Mhm. longtemps et soient réutilisés par plusieurs personnes. Un autre facteur, généralement, c'est qu'on éco-conçoit aussi souvent son produit, justement, pour qu'il soit plus durable, consomme moins de matière, etc., etc. Donc ça, c'est des réels impacts directs donc, sur la consommation de matière, d'énergie et sur le volume. Ensuite, il y a aussi quand même tout ce qui est effet positif sur la santé, l'éducation, qui vont avoir un moment aussi un effet sur la transition écologique, puisque mes produits vont apporter des services qui vont permettre soit d'améliorer une grande fonction dans la mobilité et donc du coup je vais moins polluer et si je pollue moins, pareil pour le coup, Bien sûr. du coup il y aura des gros impacts sur la santé, etc., etc. Mhm. Donc voilà, vraiment pour le coup de nouveaux impacts qu'on évalue. Alors c'est entre guillemets là de plus en plus simple d'évaluer de façon environnementale. Il y Et a l'aspect vous évalué social. l'évaluez comment? À travers quel indicateur? Alors du coup, ça peut être des bilans carbone, ça peut être du quantigest. Là, on va beaucoup plus loin. Il y a une opération actuellement qui est lancée avec 6 entreprises où l'ADEME a développé sa propre méthode qui est quand même pour le coup assez costaud, qui s'appelle empreinte projet, qui a 5 niveaux. Et là, on tente d'évaluer les entreprises qui ont switché d'un modèle classique à un modèle économie de la fonctionnalité sur le niveau 5 avec une revue critique sur la partie évaluation environnementale. Donc là, on va vraiment rentrer toutes les datas. Et là, on le teste actuellement. Ça prend 15 mois hein, pour 6 entreprises, sachant que d'autres entreprises ont déjà fait leur baisse matière, puisqu'ils impriment moins, etc., etc. D'accord. Vous nous direz d'ailleurs au passage tout à l'heure, plus loin dans le débat, si vous avez tiré un petit catalogue d'exemples de bonne gouvernance qui peuvent s'exporter ici ou là. Mais je voudrais me tourner vers les entreprises. Je commence avec vous, Olivier Grel. Donc, je lis que vous vendez un bâtiment à 19 degrés. En fait, c'est ça l'économie des solutions. Enfin, j'allais dire, c'est plus d'ailleurs l'économie des résultats que l'économie des solutions. Expliquez-nous comment vous vous y prenez. J'allais dire c'est très simple, non, c'est pas forcément si simple, mais traditionnellement, en fait, dans nos métiers, dans une économie un peu au volume, on vendait d'une part de l'énergie, donc des mégawattheures, et d'autre part des heures de techniciens pour aller entretenir les bâtiments. Et donc, sous le couvert de l'économie de la fonctionnalité, même si on n'en parle pas toujours avec ce mot-là, hein, c'est un terme quand même d'initié, on vend des marchés dits température, c'est-à-dire on s'engage sur une température et Mhm. de plus en plus aussi sur un engagement sur des économies d'énergie. Donc ça, on le fait et donc c'est ça de l'économie de la fonctionnalité. Donc pour le faire, eh bien en fait, on mesure. euh, un niveau de référence, on regarde l'historique du bâtiment, on mesure un niveau de référence, et puis ensuite, avec nos équipes études, on arrive à peu près à anticiper quelles actions on pourrait mettre de performance énergétique, donc ce qui nous permet de s'engager, et ensuite on conduit les installations. Et on a des Alors, pénalités si jamais on déroge à ça. Donc on hmm. s'engage à un niveau de confort et qui peut aller au-delà de la simple température, parce que la température, c'est le minimum courant. Mais après, quand vous êtes dans un musée, on y rajoute la qualité de l'air parce que pour les tableaux, c'est important. Dans une piscine, pareil, il y a les niveaux de chlore, etc. Et donc, ou les dérivés du chlore. Et donc, souvent, on ajoute d'autres éléments de confort. Mais je me posais cette question pour les bâtiments professionnels comme pour les bâtiments ou les usages, euh, les logements à usage courant. Il y a parfois des passoires thermiques. Donc, enfin, pour vous engager, vous faites un diagnostic, j'imagine. Vous pouvez suggérer des travaux. Est-ce que ça rentre dans le périmètre de votre action? Tout à fait. Alors, le niveau de base, c'est l'engagement sur une température. Et donc, on modélise en fait le bâtiment
avec l'expérience, avec l'historique de consommation du bâtiment. Et ensuite, on peut proposer des actions de performance énergétique, et c'est là où on le couple à des engagements aussi sur diminuer de 20, 30, 40% en changeant les fenêtres, en changeant les systèmes de production d'énergie. Hmm. On regarde le meilleur mix énergétique. Maintenant, en plus, comme un peu c'est écrit derrière moi, on le fait aussi en regardant la notion de décarbonation. C'est-à-dire que non seulement on s'engage toujours sur un niveau de confort, Oui, bien sûr. avec un niveau de consommation d'énergie associé qui est en réduction. Alors selon la durée du contrat et si on fait plus ou moins de travaux, c'est entre 10-15% et 40%, et un niveau de taux de décarbonation. Donc de plus en plus, on rajoute des engagements autour de ça, et c'est de l'économie de la fonctionnalité. Maintenant, il reste Vous devant. nous expliquerez tout à l'heure comment vous faites évoluer le, le service. J'imagine que vous êtes parti d'un constat, il doit y avoir un service de base, et puis probablement dans l'interaction avec le marché, vous avez ajouté des éléments, vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Mais je voulais donner la parole pour poursuivre et terminer ce premier tour de table à Johan Berezia. Vous représentez la division agro de BASF, et vous vendez une plante saine. Alors, j'ai toujours pensé naïvement que j'achetais des plans de scène. Ce n'est pas une nouveauté, mais comment vous vous engagez là et comment vous y parvenez vous aussi? Ça marche, donc bonjour. Donc, effectivement, j'appartiens moi à la filiale agriculture numérique de BASF, division agro, qui s'appelle Xarvio Digital Farming, qui est la start-up, on pourrait dire, technologique et innovation du groupe. Et effectivement, depuis 4 ans, on expérimente ce changement de modèle économique en essayant de passer de la vente de produits phytosanitaires, ce qui est le cœur d'activité d'entreprise, à un modèle où on vend finalement le résultat, comme le disait François, la performance à atteindre pour l'agriculteur, qui est d'avoir une culture de blé qui soit suffisamment saine pour produire en bonne quantité et qualité. Ouais. Et donc, on a fait le changement de modèle. Et comment est-ce qu'on a fait ça? C'est déjà, on a défini un indicateur. Comme chez Engie, il y a un indicateur température. Le bâtiment, finalement, ce qu'on vend quand on passe dans ces modèles-là, c'est une performance à atteindre. Et en agriculture, la performance à atteindre telle qu'aujourd'hui on le positionne, c'est un blé suffisamment vert avec des feuilles, pour faire schématique, suffisamment saines pour pouvoir exprimer tout leur potentiel de production. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer et on Et va. vous êtes sur place, vous êtes avec ceux qui produisent le blé? Alors on le fait en fait avec des parties prenantes, on ne le fait pas tout seul, on ne vend pas directement cette solution. Effectivement, la production se fait la production du service se fait dans ce qu'on appelle nous un écosystème d'acteurs, c'est des parties prenantes, donc on le fait avec coopératives agricoles et des négoces agricoles qui vont pouvoir sur le terrain effectivement jouer certaines responsabilités clés du service. Donc on est bien passé dans une approche de service, hein. On est passé de la transaction que vous disiez tout à l'heure, à un service de production d'une culture saine au bénéfice d'un agriculteur. C'est important parce que vous passez, alors il y a le raisonnement économique, puis il y a le raisonnement juridique, vous passez d'une obligation de moyens à une quasi-obligation de résultat. Enfin, c'est plus tout à fait la même chose. Le rapport avec votre ou vos clients n'est pas le même. En fait, la prise de risque a changé de camp. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que des épaules de l'agriculteur dans le schéma traditionnel où c'est lui qui prend ses décisions et qui assume son risque dans l'intégralité, y compris avec tous les aléas climatiques qui sont effectivement de plus en plus compliqués à maîtriser. Là, on passe sur un système où le risque est pris par le fabricant. Alors, on pourra en parler. C'est aussi, on est encore dans une phase d'expérimentation, hein. Ça fait 4 ans qu'on expérimente, mais on a encore aujourd'hui des apprentissages tous les ans. Et on voit que cette gestion du risque, c'est vraiment en tout cas dans notre secteur, la partie clé, parce que nous, on travaille avec du vivant, et le vivant, par Et c'est définition, est assez compliqué. imprévisible. Oui, oui, c'est très compliqué. François Johnson, enfin, ça n'effraie pas les chefs d'entreprise parce que là, on change de monde, hein. Chef d'entreprise, comme on le disait, il s'engage sur un résultat et quand il n'y a pas de résultat, j'imagine qu'il y a contestation. Oui, on change de monde, mais c'est aussi une opportunité parce qu'en fait, ces modèles apportent des bénéfices business. On passe d'une logique de transaction, je pousse des volumes, à une logique de partenariat dans la durée. Donc ça, et puis, c'est un énorme différenciateur hein, d'un point de vue business. C'est-à-dire que vos concurrents vont être loin derrière une fois que vous avez noué ces partenariats très fortement avec vos clients. Donc ça, il y a énormément de bénéfices. Il y a des bénéfices environnementaux majeurs que soulignaient Olivier et que soulignaient Johan et Vincent. Mais c'est vrai que c'est exigeant d'adopter ces modèles parce que ça suppose une
transformation des cultures des entreprises Mhm. et des opérations. Vendre des produits et vendre des services, c'est pas du tout la même chose. Et puis, ça suppose une transformation aussi des structures de financement. Donc, ce sont des modèles exigeants, c'est vrai, Comment, mais qui par offrent une énorme curiosité, opportunité business et environnementale. justement, précisément, François, comment s'est déplacée la valeur? Où est la valeur? On sait que sur un marché, il y a toujours une chaîne de valeur. Il y a Ouais. des endroits où elle est plus ou moins forte. Tous les économistes le savent. En tout cas, là, elle se trouve où aujourd'hui? La valeur, elle est beaucoup dans le service que vous apportez à vos clients. Si je prends l'exemple de Michelin, vous évoquiez tout à l'heure le cas de Ouais. Michelin qui vend des pneus et pas des kilomètres, que je connais bien, j'ai opéré cette division pendant un petit bout de temps. Si je prends l'exemple de Michelin, la valeur, elle est autant dans le produit que dans l'expérience que vous apportez à votre client. Il faut garantir tous les jours que les camions de vos clients transporteurs sont mobilisables en sécurité parce que les pneus sont bien gonflés et ont la bonne profondeur de structure. Olivier évoquait tout à l'heure la température. Vous avez un engagement d'avoir 19 degrés dans telle salle, de tel bâtiment ou de telle usine. Et donc vous devez garantir à votre client que vous amenez ces 19 degrés quotidiennement avec l'impact environnemental auquel vous vous êtes engagé. Donc la valeur, elle est vraiment dans l'expérience du client et il y a un point qui est extrêmement important dans l'économie de fonctionnalité, c'est la nécessité de valoriser ce que vous apportez. C'est pas un moyen d'avoir des pneus à pas cher, dans le cadre de Michelin. C'est un moyen d'apporter au client un impact environnemental, une sécurité, une tranquillité d'esprit. Et il est prêt à l'acheter, il est prêt à payer pour ça. Oui, la notion de segmentation est importante parce que tous les clients ne sont pas forcément prêts à payer cette valeur-là, mais il y a des segments du marché qui sont prêts à payer cette valeur, et c'est Mhm. ces segments-là qu'il faut cibler. Vincent Dargène, c'est un changement d'état d'esprit qui est tout à fait significatif. Enfin, les dirigeants d'entreprise préfèrent, parce que c'est très confortable, vendre des quantités. Ah, je signe un contrat, contrat de fourniture, je m'engage à vous fournir tant d'éléments, de tonnes, de litres, enfin, etc., qu'importe, hein, de services chaque année. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux. Comment faites-vous pour les accompagner et quel blocage avez-vous identifié? Merci. Alors, de toute façon, la transition écologique, elle ne se fera pas sans la transition économique, hein. Pour nous, c'est clair. C'est pas un gros mot de parler Bien sûr. de fidélisation ou d'avoir des avantages concurrentiels. L'entreprise, elle doit se faire accompagner. Ça, c'est clair et net pour le coup. Donc, nous, on met plusieurs choses en place, que ce soit pour les grandes entreprises ou les TPE, PME, tant financièrement que sur des solutions d'accompagnement sur des parcours. Il y a des clubs dans chaque région, quasiment des clubs EFC qu'on finance avec nos partenaires qui peuvent être les conseils régionaux, où il y a des experts qui vous attendent pour pouvoir en parler et qui mettent en place des parcours d'accompagnement sur 12 à 18 mois, où nous, on peut prendre jusqu'à 80% du coup. Donc là, c'est plus les cibles TPE-PME. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Johan et Olivier euh, là pour témoigner, parce qu'on a lancé aussi des parcours très grandes entreprises, grands groupes. Là, c'était le premier parcours et on a aussi un deuxième parcours qui est lancé avec d'autres entreprises comme La Poste, Intersport, etc. Et on va lancer un club aussi parce qu'on a pas mal de très grandes entreprises qui voudraient bénéficier de ces parcours. Mais, et c'est OK pour nous, c'est long, hein, Olivier l'a bien dit, Johan aussi, hein, ça fait 4 ans qu'ils expérimentent. C'est d'accord pour nous de dire que c'est long, un changement de modèle économique. Par contre, on parle de difficultés et c'est vrai que des dirigeantes ou des dirigeants préfèrent vendre au volume quand on a des crises comme la guerre en Ukraine, le Covid, l'augmentation du flux des matières premières, eau, énergie, déchets, je ne parle pas de tout ce qui est minerai, etc., ce qui peut se passer sur les droits de douane avec Trump qui arrive, etc. Ouais, ouais, ouais. Si on a, entre guillemets, un abonnement avec un client, une relation à long terme où on sait quel revenu je rentre sécurisé tous les mois pendant des années, etc., c'est aussi rassurant pour les deux. Et cette valeur, elle est bien répartie parce que du coup, je suis bien obligé de co-construire cette offre avec mon client. Et ce que disait François, cet écart prescrit réel dans mon travail, il faut que je le réduise. Mon, mon SAV, il vient te dépanner 1 heure et tu demandes beaucoup plus de trucs. Alors que déjà, j'améliore ton rendement, il y passe 2 heures, j'améliore ton bilan carbone. Donc tout ça, ça se paye, entre guillemets, mais tout ça, ça se construit avec toi aussi parce que ça t'apporte plein d'avantages.
plein d'avantages sur justement l'extra-financier, plein d'avantages sur ce que tu peux toi développer en termes de marge avec ton système coopératif, ce qu'on appelle les choses comme ça. Donc voilà. Donc nous, on accompagne financièrement, mais aussi avec la mise en place de réels outils qui sont des parcours d'accompagnement. Et à côté de ça, en plus, on a l'avantage, pour le coup, quand c'est l'ADEME, d'avoir des experts à côté, des collègues qui vont pouvoir travailler sur la décarbonation. Donc, c'est des outils qui vont venir nourrir le changement de modèle économique. On parlait de réemploi, réutilisation, d'éco-conception, de décarbonation. On a des outils qui peuvent venir aider les entreprises sur la transition écologique. Et nous, on est là pour les amener sur la transition économique L'empreinte, responsable. l'empreinte écologique, c'est une question peut-être un peu directe, un peu naïve, mais l'empreinte écologique de cette économie est inférieure à celle de l'économie ancienne, classique, qui est celle de la transaction. Il faut qu'on en soit sûr. Alors voilà, c'est pas naïf du tout, ce qu'on appelle des effets rebonds ou des effets de bord. Donc il faut qu'on évalue aussi tout ça. En effet, on parlait d'IoT. Le but, c'est de pas non plus d'être dans le full technologique parce que l'innovation, elle repose quand même beaucoup sur le lien avec le client, l'organisation de l'entreprise et de ses parties prenantes. Il y a une vraie innovation organisationnelle, une vraie organisation contractuelle. On l'a dit, opérationnelle, avec le suivi de mes produits, etc. Donc en effet, il faut voir. Le but, c'est vraiment de lutter contre le volume et de répondre aux réels besoins et usage du client, que ce soit en B2B ou en B2C. Mais je précise que tout n'est pas, enfin, c'est pas à l'entreprise de tout porter non plus. Pascal, vous l'avez dit, il y a aussi des grands changements, il y a aussi des changements de consommation qu'on doit accompagner. Il faut Alors, accepter à un moment qu'on soit plus propriétaire de son produit ou que j'en ai pas besoin du tout de ce type de oui, produit, on fera de l'abandon oui. et qu'on me propose une autre solution. Et donc c'est un vrai travail de coopération. C'est bien pour ça que le C, et là je vois Olivier là, qui va dire que le C, en effet, il est super important. Je ne peux pas co-construire une offre déjà qui prend du temps à construire, justement parce qu'il faut de la confiance. Je ne peux pas la co-construire tout seul, c'est impossible. Oui, les économistes parlent d'externalités négatives. Souvent, elles sont pas payées de façon très incarnée. Elles sont payées par la société. Mais on finit quand même par les payer et puis on s'aperçoit à la fin, quand on fait les comptes, elles coûtent cher. Donc là, on est Une dans une... action coûte toujours plus cher, tout à fait. Oui, on est sur une formule qui est une formule dans laquelle chacun est appelé un peu en face de ses responsabilités. En tout cas, doit mobiliser des moyens pour avenir à une empreinte écologique et économique qui soit satisfaisante. Je vous parle à Olivier Grel et Johan Bérézia d'empreinte économique. Euh, Olivier Grel, est-ce que votre compte de résultat a changé? Enfin, la question est peut-être un peu là aussi brutale, hein. Enfin, un chef d'entreprise, il regarde le bas de page à la fin de l'année, il regarde s'il a gagné ou perdu de l'argent, et puis il est jugé sur ça aussi. C'est important parce que les entreprises doivent dégager des profits, elles doivent pouvoir investir, créer des emplois, etc. Est-ce que le passage d'un modèle à l'autre a enrichi l'entreprise, pour dire les choses très simplement, ou l'a plutôt appauvri? Non, non, l'enjeu, c'est de créer de la valeur et d'être rémunéré pour cette valeur, hein. Et Ouais. effectivement, on constate deux choses. Quand on arrive à vendre un engagement sur une température et des économies d'énergie, on augmente la valeur par le fait que on mobilise vraiment de la valeur ajoutée chez nous, donc euh, et pas juste des heures de technicien. Et on allonge la durée des contrats aussi, ce qui pour nous a de la valeur. C'est-à-dire qu'on rentre dans une relation beaucoup plus partenariale. Et donc, pour moi, l'enjeu, hein, si je reviens un peu sur ce que disaient François et Vincent, de création de valeur, il est vraiment, il faut que ça crée de la valeur chez nos clients et que le client accepte que ça en crée aussi chez nous. Ouais. Euh, c'est ça le modèle, hein. Et tout ça pour mobiliser, qu'on soit tous rémunérés sur l'économie des ressources. C'est-à-dire que dans un système historique très linéaire, il n'y a aucun intérêt à faire de la performance si je suis rémunéré pour déplacer des techniciens ou vendre de l'énergie au volume. Il n'y a aucun intérêt. Et à la fin, ça va forcément coûter plus cher au client, même si unitairement, il a l'impression d'acheter moins cher. Parce que s'il regarde son unité de compte, le coût par mégawattheure ou le coût par heure de technicien ou par déplacement de technicien, il va avoir l'impression de payer moins cher. Mais en fait, il va en consommer beaucoup plus. Si on arrive à mobiliser de la création de valeur chez nous et de la valeur ajoutée, parce qu'on va concevoir des systèmes, parce qu'on va accepter de nous rémunérer pour le fait de porter du risque. Alors, il y a toujours la notion de risque, Johan a Bien. commencé à l'évoquer. Le risque a un prix. Le cœur, c'est d'accepter qu'il y a du risque et d'être rémunéré pour du risque.
Une des valeurs ajoutées qui est créée pour un client, c'est que bah, justement, il maîtrise ce risque et ben nous, il faut accepter d'être rémunéré pour ce risque Bien et sûr, de mobiliser des ressources pour le circonscrire. C'est-à-dire que du coup, on a des équipes d'ingénieurs efficacité, on a des systèmes de supervision, on a des modélisations du risque, on mutualise sur des effets de portefeuille, chose qui peut pas être fait unitairement site par site bien ou sûr. par client. Mm. Oui, ça économise de la ressource, oui, ça crée de la valeur chez nous, à condition que ça en crée chez le client et qu'il ait la perception de cette création de valeur chez le client. Je crois que Alors, la notion de perception de la création de valeur est super importante. alors, vous allez nous expliquer comment vous y prenez, mais Yon Bérézia, je poursuis avec vous. Il y a un métier connu qui est là pour couvrir le risque, c'est le métier des assureurs. Au fond, vous êtes un peu des assureurs. Là, vous assurez. Alors, qui plus est, dans votre activité, qui est une activité du vivant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, enfin, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des variables qu'on maîtrise parfois, puis il y en a d'autres qu'on maîtrise un peu moins, les conditions climatiques, la météo, la qualité de la terre, enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Euh, est-ce que vous ne prenez pas un risque, un risque inconsidéré au fond, et comment en interne vous êtes persuadé qu'il fallait aller dans cette direction? En fait, ça fait beaucoup d'éléments, mais effectivement, vous avez raison. On n'est pas assureur, mais en tout cas, on porte un risque aujourd'hui, puisqu'on a un Oui, engagement de c'est résultat ça, ouais. dans cette approche. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce qu'on estime qu'aujourd'hui, notamment grâce à la technologie digitale, qui vient, je dirais, qui est une agronomie additionnelle ou une intelligence additionnelle à l'agronomie traditionnelle de suivi de tours de plaine, de suivi Mhm. agronomique tel que les techniciens peuvent le faire. En fait, en combinant ces deux éléments, on arrive sur céréales aujourd'hui, il faut être honnête, on sait le faire sur céréales, on arrive en combinant ces deux approches, technologie et humain, je dirais, à maîtriser un risque. Alors, on le maîtrise dans un certain nombre de cas, mais effectivement, et de manière transparente, je peux le donner, ça fait 4 ans qu'on expérimente. Sur les 4 années, on a vécu l'année dernière, 2024. Je pense que vous vous intéressez à l'actualité, vous l'avez forcément vu passer. La France a eu une perte de récolte inédite liée aux conditions climatiques, je dirais, en céréales et en blé notamment, des conditions vraiment exceptionnelles de pluviométrie, de manque de luminosité qui ont vraiment impacté l'approche. Et effectivement, l'année dernière, on n'a pas réussi à, à maintenir notre taux de performance tel qu'on avait pu l'avoir les années précédentes. On était à plus de 98% jusqu'à maintenant de taux de succès, donc ça fait 2% d'échec, on pourrait dire. L'année dernière, c'était plus compliqué. Ce que ça nous montre, c'est que, et c'est l'enseignement, c'est que la prise de risque dans ces modèles, c'est un des enjeux majeurs dans cette transition. Et il ne peut pas Oui, reposer que sur l'usager, mais il ne peut pas reposer non plus que sur, je dirais, les parties prenantes de la chaîne économique. D'ailleurs, alors, les c'est vrai. assureurs, vous parliez d'assureurs, un assureur accepterait probablement pas d'assurer, ou alors avec une prime et un coût qui serait plus accessible pour l'usager, un risque naturel, surtout dans le contexte actuel où ces Vous avez risques. d'ailleurs aujourd'hui, je vous interromps, Johan, des assureurs qui refusent d'assurer simplement parce que l'assurance, c'est la couverture de l'aléa, mais quand les événements sont réguliers, il n'y a plus d'aléa, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des certitudes et on ne s'assure pas contre des certitudes. Mais je vois que j'ai une question d'Hélène Parisot qui dit, alors vous y avez en partie répondu, le bilan que vous tirez 4 ans plus tard, et qui vous pose la question, est-ce que c'est viable économiquement pour vous et pour l'agriculteur? Alors, aujourd'hui, pour l'agriculteur, c'est viable parce que pour, je dirais, un investissement qui est fixe et qui est grosso modo celui qu'il a l'habitude d'avoir, je dirais, en protection des cultures, euh, il a une garantie de résultat. Alors, c'est légèrement plus parce qu'effectivement, l'enjeu de cette prise de risque, de cette assurance, on pourrait dire, de cette garantie, voilà, et le service est. Mais en tout cas, pour l'agriculteur, les aléas ont en grande partie disparu. Par contre, Mhm. effectivement, ils ont été reportés sur la chaîne de production. Et là, effectivement, c'est plus compliqué. Et donc, est-ce qu'on est aujourd'hui à l'équilibre? On n'est pas encore aujourd'hui à l'équilibre de l'activité. On couvre 15 000 hectares aujourd'hui de céréales sur la campagne dernière. Et donc, il faut qu'on arrive à amortir nos coûts fixes de fonctionnement du service. Et donc, on ait une croissance additionnelle plus forte pour pouvoir atteindre la rentabilité. Mais en tout cas, Mhm. ce qui est sûr, c'est que la trajectoire économique est tout à fait
favorable ou du moins optimiste. Il faut qu'on arrive, par contre, à gérer, et c'est notre enjeu, les risques exceptionnels, si je les qualifie ainsi, et de trouver comment est-ce qu'on arrive à les cofinancer, alors que ce soit avec des parties prenantes, que ce soit peut-être avec les pouvoirs publics, puisque finalement, les collectivités ou les sociétés qui sont en attente de réduction phytosanitaire, aujourd'hui, la question que ça pose, c'est comment est-ce que finalement ces conséquences ou ces contraintes qui sont imposées à la chaîne de production sont aussi partagées en termes de prise de risque. Je crois que vous l'avez cité, je partage complètement. Et là, tout est à inventer. Je pense que les modèles n'existent pas vraiment encore. Alors, cette question additionnelle, en 2023, la mise en place d'un labo de l'économie de la fonctionnalité en agriculture avait été annoncée. Est-ce qu'il existe et où est-ce qu'on en est? Alors oui, il existe et la première session aura lieu en 2025. Alors de manière, il a été positionné, donc on a pris effectivement un petit peu de temps pour repositionner ça. Il sera positionné de manière un peu plus large que la simple économie de la fonctionnalité. C'est vraiment sur les problématiques plutôt de changement de modèle et de nouveaux modèles ou de modèles innovants en agriculture, mais dont l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et effectivement, il est toujours D'accord. en cours de création. Je crois que les invitations ont été envoyées pour une session à venir sur le premier trimestre. D'accord. Vincent Dargène et François Johnson, j'aimerais, Vincent, pour commencer, que vous me disiez sincèrement où sont les obstacles. D'abord, il y a peut-être un obstacle humain. On est dans une logique de propriété. Souvent, quand on achète un objet ou quand on a un objet, on souhaite en être propriétaire. Alors, bien ou mal, j'en sais rien. En tout cas, c'est la logique comportementale dans une société comme la nôtre. Là, on sort de cette logique-là. Je suis plus propriétaire des pneus, je suis une société de transport, j'ai un usage. Je suis plus propriétaire du photocopieur, etc. Enfin, il y a sûrement des déclics dans la tête des dirigeants d'entreprise, d'autant que c'est un élément d'actif dans un bilan. Ça peut s'apprécier hein, quand c'est un objet. Donc, Vincent Largène, pour commencer, comment identifiez-vous les freins et comment essayez-vous de les lever? Alors, bonne question. En B2B, euh, cet aspect de propriété est beaucoup moins prégnant qu'en B2C, pour le coup, très clairement. Là, on a eu la chance l'année dernière d'avoir un Conseil national de la consommation autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Hein. Donc, d'un côté, les représentants des consommateurs et de l'autre, les différents groupes qui peuvent être l'ameublement, la grande distribution, les électroniciens, etc. Et on a travaillé tous Hmm. ensemble là-dessus. Et on voit que les Français, à 80%, c'est des chiffres pas vieux de l'année dernière avec l'Obsoco, estiment que c'est bien de passer de la propriété à la location ou l'abonnement, en tout cas ne plus être propriétaire de son produit. Mais il y a un gap, hein, ce qu'on appelle le green gap, Ouais. où en effet, entre ce qu'on dit et le Hmm. côté réel du quotidien, et ben, c'est pas forcément ce qu'on met en Oui. pratique. C'est Donc souvent c'est là, déclaratif, ben, hein, voilà, tout à Vincent. fait. Vous trouvez Mais beaucoup de voilà, gens qui hein, vous disent qu'il ne faut pas manger de tomates en hiver, et pourtant on ben en trouve voilà. Mais toujours. on en fait partie sur la viande, ok, on sait qu'il faut moins consommer, etc., etc. Hmm. Mais là, pour le coup, c'est quand même à nous, pouvoir public et consommateurs, de prendre aussi un peu les choses en main. Mais il faut montrer aussi tous les bénéfices. Faut pas qu'on soit dans le punitif. Nous, on parle vous entendez maintenant les changements heureux, la sobriété heureuse, etc. Ça s'entend parce qu'il y a tellement d'avantages qu'on peut trouver en B2B assez facilement. François l'a dit, les économies que ça fait faire, ou même Olivier l'a expliqué. Les gains environnementaux, de toute façon, vous allez être contraint de poser des chiffres dessus. Comment ça vous permet peut-être de baisser vos coûts à l'année, comment ça vous permet de lisser les amortissements, etc., etc. Tout ça, ça s'entend plus en B2B qu'en B2C. Donc là, il y a vraiment des choses, en effet, d'accompagnement dans le changement de perception de la propriété. Il y a d'autres défis, hein, on en a parlé, c'est l'enjeu de la trésorerie. Oui. Où là on essaye d'avancer, on se cache pas derrière notre petit doigt. Si vous restez propriétaire de vos produits, ben, en effet, il va y avoir un problème de BFR, de trésor, du moins au début, parce qu'il va falloir que j'ai quand même pas mal de clients récurrents avec des abonnements mensuels pour que je puisse à un moment rentabiliser tout ça. Alors, Il y aura le aussi, BFR, pour ceux qui ne sont pas coutumés, c'est oui, le pardon. fonds de roulement. Voilà. Tout à fait, pardon. Et donc du coup voilà, ça c'est des choses aussi qui sont importantes. On y travaille avec les personnes qui sont présentes là, on y travaille avec d'autres aussi, on travaille avec les ministères. On parlait du risque. En effet, il y a aussi des choses à prendre en compte sur le risque. On y travaille avec des avocats actuellement spécifiques sur l'UFC. Euh, Olivier, présent ici, et Johan nous ont fait remonter lorsqu'on a réuni les 12 grandes entreprises qu'ils voulaient qu'on travaille sur le risque. Donc on se revoit en mars là-dessus
Et je pense que justement, là, il faut aller voir les réassureurs. Donc, on y Mhm. travaille, je l'annonce à Johan et Olivier, mais voilà, on pense qu'il y a du réassureur à aller voir justement pour ce partage de risques et avec des avocats pour l'aspect Est-ce contractuel. Donc, on y que travaille. les secteurs les plus en pointe sont ceux qui sont en général montrés du doigt? Vous voyez quel est le sens de ma question? Hein, souvent, on dit, bon, les agriculteurs polluent beaucoup. C'est d'ailleurs en grande partie faux parce que l'agriculture est de plus en plus vertueuse. Le transport, les bâtiments, pense à Olivier Grel, bah oui, les bâtiments, hein, c'est un tiers le chauffage, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les secteurs les plus exposés dans une logique darwinienne sont ceux qui ont le plus vite réagi? Alors, je ne vais pas faire de langue de bois. Ceux souvent qui sont plus exposés sont ceux, en effet, quand même, qui ont un impact plus grand. Donc, ils savent qu'ils doivent le Bien sûr. baisser. Donc, ils font des efforts. Donc, du Ouais. coup, voilà, ils font des efforts. Et souvent aussi, euh, ont une rentabilité correcte, sont pas du tout forcément en crise, etc. Alors, ça dépend de quel secteur, mais les secteurs là dont on parle. Et donc, du coup, ils peuvent faire de la R&D économique, ils peuvent prendre de l'avance, ils savent que c'est nécessaire. Dans tous les cas, leur modèle ne sera pas forcément viable dans 10 ou 15 ans, que ça soit sur les produits phytosanitaires, sur l'énergie qui peut augmenter, ça peut être en effet sur la logistique, mais il y en a plein d'autres. Et aussi, et là, sans parler de pollueurs-payeurs ou autres, c'est aussi un moment des secteurs de façon qui doivent se réinventer, pas que pour un aspect réglementaire, mais qui va quand même être pour le coup très important, mais qui travaillent avec beaucoup d'autres secteurs à côté. Et donc du coup, D'accord. et puis on Je va parler de comprends. souveraineté. Mm. Alors il va y avoir la pression, la souveraineté alimentaire par exemple, etc., Oui, oui, etc. c'est ça. Donc en effet, il faut y aller. Et j'ai envie de dire, il n'y a plus vraiment le choix entre guillemets, parce qu'il y a des contraintes européennes. Par contre, pour des très grands groupes comme BASF ou enfin Xarvio qui est présent ou autre, c'est pas les mêmes contraintes quand on est aux États-Unis, en Inde ou en Chine. Et donc du coup, bah, des moments, on peut se dire, bah oui, en Europe, il y a beaucoup trop de contraintes environnementales, etc. Mm. Mais oui, mais on pollue. Et donc à un moment, il faut faire attention aussi à tout ça. Et donc du coup, on accompagne les entreprises là-dessus. François Johnson, est-ce que la vertu est une valeur économique? Vous Je avez 2 heures. rebondirai sur ce que... Oui, voilà, c'est ça, j'ai 2 heures. Je rebondirai sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un peu comme les tomates, c'est-à-dire qu'on peut le dire. Après, dans les faits, les entreprises ont besoin d'y trouver de la valeur. Bien Et sûr. je rebondis sur ce que disaient Johan et Olivier. Et si vous vous mettez-vous à la place d'un patron de boîte, en fait, il joue dans un jeu extrêmement contraint. Une personne peut être, une personne en position de management peut être tout à fait convaincue de la nécessité de se transformer. Son actionnariat peut penser différemment et Oui. l'orienter beaucoup vers de la création de valeur très court terme. Ses équipes peuvent être pas forcément du même avis ou alors voir cette transformation comme une menace. Le Prenez une commerce, équipe par de exemple, vente. oui. Je- Commercial qu'on Ouais, rémunérait sur les quantités vendues, on est exactement, en train de lui dire l'inverse, là. Enfin, bon, en tout cas, exactement. tenir un langage différent. Ouais, c'est d'où la nécessité de travailler ensemble pour faire changer les esprits. C'est la raison pour laquelle on a monté cette communauté européenne Mm. d'acteurs, aujourd'hui qui réunit 500 membres sur 20 pays, et c'est une communauté qu'on a montée avec l'ADEME et avec Xarvio, et puis avec la société Michelin aussi, euh, qui s'appelle Pact for Sustainability, et qui pousse à faire connaître ces modèles, à la fois auprès des entreprises et à la fois auprès des institutions, parce que il y a des leviers qui sont dans les mains des institutions pour faciliter l'adoption de ces modèles. Est-ce Donc, qu'il faut, est-ce qu'il, vous savez, souvent, quand on change de modèle, il faut un petit coup de pouce. ouais, Enfin, si je dis les choses différemment, moi, j'ai constaté dans ma vie d'économiste qu'à chaque fois qu'il y a une transition, il y a des perdants de la transition. Et vous ne réussissez la transition que si vous dédommagez les perdants. Si si vous leur donnez un bon argument pour la suivre, finalement, hein, ça revient à ça. Est-ce qu'il faut mobiliser de l'argent public pour tout ça? Est-ce qu'il faut des subventions? Comment est-ce qu'on fait pour consolider ce mouvement, ce tournant? il faut plusieurs choses. C'est un peu comme la ceinture de sécurité, c'est pas juste de la réglementation, c'est aussi de l'innovation technologique et des comportements qui ont permis de changer complètement l'impact de la sécurité routière sur les 30 dernières années. C'est un peu la même logique. La réglementation seule est nécessaire mais pas suffisante. Et c'est la combinaison de différents leviers qui permettra d'accélérer la transformation. Je suis pas tout à fait d'accord avec la notion de perdant. Je pense que
on sera tous perdants si on continue dans une économie linéaire. On Ça, n'a vous avez pas raison d'autre choix. là-dessus, bien sûr. On n'a Non, mais pas d'autre choix. c'est une formule pour dire qu'il y en a à qui le changement ne profite pas ou peu, pas suffisamment. Un changement a toujours un impact, et pas Mhm. seulement économique. Vincent parlait tout à l'heure de l'impact social. C'est indispensable de le prendre en compte. Bien Et sûr. l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage est aussi un moyen de renouer du lien social euh, en créant du service de proximité. Voilà, donc c'est quelque chose qui a un impact majeur. Et encore une fois, le seul levier réglementaire, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Mhm. C'est aussi un levier comportemental. On peut penser aussi à la comptabilité. Notre système comptable européen et mondial est un système complètement basé sur l'économie Ah ben, linéaire. il valorise que la performance financière ou économique. Exactement, Il valorise exactement. pas la performance. Il faudrait qu'il y ait des indicateurs additionnels à côté du bilan qui disent, bah voilà, cette entreprise, elle a été vertueuse parce que bah, elle a permis d'économiser, je sais pas, tant d'émissions de CO2 Mhm. ou elle a réduit sa consommation d'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Exactement. Ça Et commence nous à avons fait des être. recommandations avec la communauté Pacte auprès du ministère de l'économie à Bercy, tout début Mm. janvier, en disant bah, il y a trois leviers qu'il faut activer. Il y a un levier réglementaire. On peut penser par exemple à toutes les aides pour l'achat d'objets. En fait, si vous achetez des panneaux solaires, vous obtenez une aide. Mais si vous les prenez en as a service, vous n'obtenez pas cette aide. Donc il y a une question sur les réglementations, il y a Ouais. une question sur la comptabilité, et puis il y a une question sur les financements. Et ces trois éléments ne dépendent pas que de l'État. La compta, c'est pas l'État qui l'a défini, et les financements, c'est plutôt le secteur bancaire. Donc Mm. c'est bien ces trois leviers qu'il faut activer en même temps Ouais. pour accélérer l'adoption et la transformation. Mm. Est-ce que les chefs d'entreprise qui sont là, Olivier Grell et Johan, vous avez le sentiment d'être récompensés? Alors, pas au sens où on vous remettrait une médaille, mais est-ce que la transition vers le modèle que vous décrivez produit aussi pour vous une récompense? Est-ce que ça améliore votre compte de résultat? Est-ce que d'abord à l'intérieur de l'entreprise, vous êtes observé avec bienveillance? Je pense que ça commence peut-être par ça d'ailleurs, hein. Le public, votre premier public, c'est peut-être le public dans l'entreprise. Euh, Vous êtes la pointe avancée, là, vous êtes dans l'expérimentation. Est-ce que tout ça est regardé avec intérêt? Est-ce que vous en êtes récompensé, Olivier Grell? Alors, déjà, expérimentation, je voudrais revenir juste sur des points qui ont été évoqués. L'économie de la fonctionnalité chez nous, ça fait plus de 10 ans en fait qu'on la porte. Hmm. Hein, même si c'est pas encore majoritaire sur le marché, c'est dans nos business, dans notre filiale, c'est vraiment un élément fort. Ce qui est Mais nouveau dans à l'échelle l'expérimentation, économique, 10 ans, c'est peu, hein? c'est vrai. Mais ce qui est Très nouveau, peu. c'est de mobiliser le C de l'EFC. Et ça, c'est plus compliqué. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, et c'était une des valeurs ajoutées du programme de l'ADEME, c'est Hmm. de penser écosystème. Parce que vous pouvez faire de l'économie de la fonctionnalité dans un modèle qui reste, somme toute, assez linéaire. Donc, c'est le C qui est nouveau et qui est compliqué à mobiliser chez nos clients, chez nos parties prenantes. Pour répondre à votre question, je l'ai déjà dit sur la récompense financière, bah, on le voit de toute façon en comparant quand on vend ce type de modèle ou pas. Donc, oui, on l'a. Ce qui est assez intéressant pour nous, parce qu'on est sur un marché très tendu en termes d'emploi. Le monde de la décarbonation, c'est quelque chose de très actif. On manque de techniciens, on manque de frigoristes, de chauffagistes, on manque d'ingénieurs études. Ah, il y a vraiment une tension sur le marché de l'emploi. Et en fait, ce type de modèle et cette orientation stratégique de raison d'être au service de la décarbonation et de le faire dans des modèles comme ça, plus vertueux, c'est porteur de sens. Donc c'est aussi un, un moyen de partage au moment du recrutement et de fidélisation des équipes. Donc, Hmm. ça, c'est plutôt sympathique. On en a C'est un un, retour individuel et on en a un retour ouais, collectif. c'est un argument pour embaucher des jeunes gens dont on dit qu'ils sont plus sensibles aux questions environnementales que leurs parents ou grands-parents. Ah bah oui, 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 oui. Nous, on fait des speed dating qui s'appellent les décarbonés. Ah Pour... oui, vous assumez pleinement, Oui, oui. hein.
D'assumer pleinement. Bon, bon, écoutez, les décarbonés sont de bons collaborateurs en général ou pas? Oui, 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 ils sont motivés et engagés, donc oui. Venez nous rejoindre. D'accord. Alors oui, j'ai perdu la jeunesse, c'est ce qui m'empêchera de venir vous rejoindre. Johan Bérezia, même question. D'abord, peut-être une question additionnelle là, qui nous permet d'enchaîner celle qui arrive dans le débat. Est-ce qu'on est très vertueux en France, tiens, dans ce domaine? Je voulais dire particulièrement votre question, Oui, particulièrement oui, sur la partie agricole et oui. production. Bah, je pense que la France est probablement un des pays qui, effectivement, met le plus l'accent sur les enjeux de production et de manière dont la production agricole est faite. Alors, c'est européen, je crois, la démarche du Green Deal, etc. Mais je crois que la France a toujours été en avance sur les principes de précaution, sur tous ces enjeux-là. Donc oui, enfin, moi, je suis assez persuadé qu'on est, comme vous disiez, on est vraiment pionnier aujourd'hui d'une démarche. On est en France, alors, moi, avec ses avantages et ses inconvénients, on est dans un secteur très régulé, donc ça a des bénéfices, ça a aussi des inconvénients par rapport à l'innovation, bien sûr. C'est toujours plus compliqué d'innover dans un contexte un peu contraint que dans un contexte Exactement. Mm. complètement je dirais, libéré. Enfin, je ne sais pas quel serait le bon terme. Et effectivement, on est des pionniers aujourd'hui. Je crois que par rapport à votre question sur le sens et enfin, du moins, est-ce qu'on est Mm. reconnu, récompensé? Je ne sais plus quelle était exactement la question. Je crois que la première récompense aujourd'hui, c'est le sens que ça apporte dans des activités qui sont parfois complexes, parce que perçues comme polluantes et dont le bénéfice, qui est pourtant indispensable, enfin indiscutable, est parfois pas suffisamment vu, la capacité de production, de la souveraineté alimentaire, etc. Personne ne se pose Oui, la non, mais question c'est central, vous avez raison de le de dire, hein, pouvoir manger, mais aujourd'hui, on peut manger parce qu'en fait, bien sûr. l'agriculture et enfin, la chimie a permis à un Mm. moment donné de produire en quantité, en qualité suffisante. Alors, bien sûr, les modèles doivent évoluer, bien sûr, la diversification des approches doit avoir lieu, tout ça, c'est acté. Mais ces modèles, je crois que pour moi, en fait, ils réconcilient l'enjeu économique d'un côté et de croissance économique, parce qu'une entreprise, elle est là pour faire, je dirais, pour développer ses produits, pour être rentable, c'est son ADN, c'est ça, c'est la constitution même, et je pense que l'objectif de l'entreprise, créer de la valeur. Et donc, ça réconcilie cet enjeu de création de valeur et en même temps d'impact écologique, je dirais, réduit ou de tendre vers une réduction des impacts. Et effectivement, l'économie de la fonctionnalité la permet cette Mm. approche-là. Donc, c'est très inspirant. Je pense qu'en interne, c'est très inspirant. Il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le projet ou qui le suivent parce que je pense que pour eux, ça a du sens. Après, économiquement, aujourd'hui, on est au démarrage. On a 4 ans d'existence. Pour un modèle économique, c'est tout Ouais, c'est jeune. très faible, oui. Oui, oui. Et donc l'avenir est devant nous. Moi, je suis très optimiste. Et après, par contre, il faut effectivement qu'on arrive à aussi quelque part créer ces marchés en agriculture. C'était, je crois, une question. Je crois qu'il y a peu d'exemples aujourd'hui vraiment d'engagement de résultat parce que c'est compliqué de s'engager sur un résultat. On retombe dans la notion de risque. Comment est porté ce risque? Mais en tout cas, je pense, en tout cas, moi, je parle avec une opinion personnelle, mais c'est tout à fait une logique, je dirais, qui permet de réconcilier beaucoup de choses, valeur et profitabilité dans les approches. Vincent Dargène, est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas, pose là encore cette question par esprit d'escalier, de nettoyer un peu le cadre normatif qui est quand même très abondant en France et qui peut interdire effectivement, alors c'est très paradoxal, parce que les normes, c'est fait pour protéger, parfois il y en a trop, il y a de la surprotection, et là, vous poussez un peu les murs, enfin, vous changez le modèle. Et est-ce que ces normes ne peuvent pas être un obstacle à l'évolution de de l'économie vers non pas la transaction, mais le service? Alors, moi, d'un point de vue ADEME, je trouve ça bien de pouvoir mettre des normes parce qu'il faut que j'accompagne et que j'accélère la transition écologique. Donc, C'est très facile parce que clairement. oui, c'est lisible, les normes, c'est toujours utile, hein. Mais voilà, Faut pas pour le qu'il y en ait coup, trop. sur un point de vue de transition économique, faudrait qu'on puisse faciliter encore le droit à l'expérimentation. On y travaille beaucoup avec Johan. On a la chance d'avoir accès au ministère directement. Et voilà, donc on essaye de travailler sur certains droits d'expérimentation. On va avoir aussi des cas où ça peut être bloquant sur les droits d'auteur, si on travaille avec la Ouais. culture. C'est pas que voilà, là on touche à des choses tout de suite, en effet, qui font que ça va cliver quand on parle de pesticides, fongicides, ou quand on parle, comme vous l'avez dit, Pascal, quand on parle voilà, d'industriels potentiellement polluants et puis très visibles, mais on peut l'avoir sur d'autres choses. Donc, c'est toujours un équilibre entre le cadre et la volonté de bouger. Là, on a des entreprises qui sont vraiment volontaires, donc c'est de voir comment on peut,
notion de protection, dans une bulle, expérimenter en effet ces modèles économiques et que ça soit OK sur 5 ou 10 ans parce que ça prend du temps. Mais une grande entreprise qui fabrique des ordinateurs et autres américaines, qu'on accompagne un peu et qui est pas mal en avance sur certaines choses, le testent en France parce qu'ils estiment que c'est le meilleur endroit. Ils veulent pas le faire aux États-Unis. Ils estiment que c'est le meilleur endroit pour tester des choses parce que justement, il y a une réglementation, mais la réglementation, elle n'est pas que, entre guillemets, contre les entreprises. Elle permet aussi de contraindre sa chaîne de valeur ou ses clients à acheter de façon plus vertueuse. Donc, à un Mm. moment, voilà, on peut aussi s'y retrouver là-dessus. Donc, voilà, c'est toujours un équilibre. Mais pour Bien le coup, sûr. ni pro ni perso, je dirais que qu'il y a forcément trop de contraintes. C'est juste qu'il faut les adapter. Il faut surtout un droit à l'expérimentation. Et ça, on se bat vraiment beaucoup là-dessus. On passe du temps avec les entreprises et les ministères. Ça marche pas toujours. C'est long. Il y a de l'inertie. Surtout en ce moment, je vous apprends rien. Au point de vue politique, ça bouge beaucoup. Non, Et donc, non. du coup, ça peut, il y a pas mal de choses figées. Mais par exemple, avec Johan, on discute aussi avec le ministère de l'Agriculture, en même temps qu'avec Bercy, en même temps que le MTE, enfin le Alors, ministère de la Transition écologique. Donc, du coup, voilà, on essaye en tout cas. la bonne réglementation, c'est aussi celle qui fait respecter des conditions de concurrence honorables. C'est-à-dire, quand les entreprises ont les mêmes règles, c'est toujours utile. Mais vous anticipez la question que j'allais poser à François. Les politiques, comment regardent-ils là ces innovations? Alors moi, je les trouve toujours un peu spectateurs, les politiques. D'abord, je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas du tout de scientifiques. Dans ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est tous des gens qui ont fait de très très belles études, mais certainement pas des études scientifiques. Ils considèrent que la science, c'est compliqué, qu'ils laissent ça souvent à des spécialistes, mais cette transition-là vers une économie des solutions plus intelligente, et un peu plus ventilée, vous voyez, un peu plus ouverte, est-ce que les politiques ont saisi ce qui se passait dans le pays, François? Alors, je voudrais juste ouvrir un tout petit peu votre question au niveau européen, parce que ces modèles sont reconnus par la Commission, par la CSRD, par la taxonomie. Ils sont nommément cités dans les textes européens comme étant des modèles de transition, nommément cités dans le Circular Economy Act et dans les ESRS et dans tout le Oui, corpus de textes européens. Donc, c'est bien le reflet de la volonté des États membres d'accélérer cette adoption. Je pense qu'il y a un deuxième. oui. Vous savez, comme moi, qui a parfois, c'est comme les consommateurs dont on parlait tout à l'heure, hein, un écart très net entre le déclaratif, la volonté affichée, et puis le suivi et les politiques. Enfin, tout ça doit être encouragé concrètement. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est bien l'idée des textes européens et c'est bien l'idée de la norme et des règles que vous évoquiez tout D'accord. à l'heure, qui Mhm. sont là pour garantir la libre concurrence, mais qui sont aussi là pour orienter une économie dans une direction qu'une institution souhaite prendre. Et c'est exactement le cas des textes D'accord. européens. Je pense qu'il y a un deuxième phénomène à l'œuvre qui est que le fait, et je voudrais souligner l'action de l'ADEME qui fédère énormément d'entreprises autour de ça, le fait que de grandes entreprises s'engagent dans cette direction-là est très engageant pour des politiques, parce que ça veut dire que derrière, il y a de l'emploi, il y a de la création de valeur, il y a de la puissance économique, et je pense que c'est très important que de grands noms des entreprises, BASF, Engie, s'engagent dans cette direction-là, parce que euh, ça peut aussi significativement rassurer les politiques. Et puis, si on continue à regarder au niveau européen, Oui. vous posiez tout à l'heure la question de la spécificité de la France. Je pense que, toujours grâce au travail remarquable de l'ADEME, il y a une avance significative de la France par rapport aux autres pays, et on le voit très bien dans cette coalition européenne dont je vous parlais tout à l'heure, Pact for Sustainability. On voit bien que la modélisation de l'EFC réalisée par la France est quelque chose qui existe pas du tout de la même façon ailleurs et qui a cette avance-là. Néanmoins, il faut tout de même pas sous-estimer l'avance notamment des pays du Nord, et je pense à la Suède, qui est très Oui. en avance sur la mise en œuvre des modèles as a service. Il y a pas mal d'exemples extrêmement intéressants en Suède. Je pense à la Finlande, qui est en avance. Et puis, il y a des pôles de recherche très intéressants au Royaume-Uni. Aston Business School est un pôle de recherche intéressant. Ouais. Donc, il y a un mouvement en Europe du Nord. Euh, on constate aussi dans les Pays-Bas, un petit peu moins en Allemagne. L'Italie a quelques pôles de recherche intéressants. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette mise en mouvement, elle Ça existe en prospère. France, mais elle Mm. existe exactement dans Ça, d'autres ça pays. prospère. Et je pense qu'on a tout intérêt à se réunir et à Et c'est partager pas ces un peu expériences. inquiétant au passage, Vincent?
dans l'actualité immédiate, vous avez suivi comme moi le discours du président américain, Trump, qui hier soir dit, pour nous hier soir, l'après-midi pour les Américains, dit drill, drill, drill. On va Hmm. creuser, 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 forêt, forêt. Enfin, on se dit, on fait des efforts, on s'arrache les cheveux les uns et les autres ici pour être vertueux. Et puis de l'autre côté du monde, vous avez des gens qui s'en foutent royalement. C'est compliqué, non? Bon, terrain glissant. Mais c'est compliqué, oui et non, parce que j'écoutais les infos aussi ce matin. Et en fait, l'Europe, c'est peut-être justement là, j'ai bien l'Europe, hein, pas que la Mm. France pour le coup, Ouais. a justement là un moyen de se démarquer, d'insister, de continuer, parce que le changement climatique, il est pour tout le monde. Et à un moment, il y aura des contraintes. Enfin, ce qui se passe à Los Angeles, ils réfléchissent déjà à annuler les Bien JO, ils sûr. font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de Mm. souci. Mais en tout cas, quand on annule des choses parce qu'il y a du blizzard alors qu'il ne devrait pas y en avoir, quand au Canada, on a des incendies géants alors qu'il devrait faire -4, ce qui se passe en Sibérie, en Chine, etc. Donc Mm. du coup, moi, je pense qu'au contraire, c'est au niveau, mais c'est un grand territoire, au niveau européen, c'est une vraie façon de se démarquer. C'est une vraie façon aussi de relocaliser de l'emploi, hein, parce que là, on l'a pas dit, mais l'économie de la fonctionnalité de la coopération, à partir du moment où on fait de la réutilisation, réemploi, réparation pour faire durer le produit, c'est des emplois locaux. Quand on parlait de transition, c'est moi qui parle de transition juste, parce que vous parliez de perdants, et moi je trouve ça très bien, ça fait réagir, prenons ce terme. Bah, le but, c'est aussi d'avoir des emplois qui sont pérennes, et puis, bah, comme disait Olivier, de pouvoir aussi recruter, ce qui n'est pas le cas toujours des grands groupes ou même dans les TPE, c'est galère de recruter Mm. et de garder ses collaborateurs. Et là, le but de l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment de réduire aussi entre le prescrit et le réel la souffrance au travail. Ça peut parler des commerciaux, mais ça peut être vraiment aussi sur le cas d'un ouvrier ou d'un technicien. Et donc, du coup, ça va vraiment impacter. Là, on n'a pas le temps de parler de cet aspect systémique et qu'un modèle économique qui tend vers l'UFC, ça touche aussi à l'organisation du travail, la gouvernance, etc., la chaîne de valeur. Mais je pense vraiment que pour le coup, moi, je pense qu'on devrait même insister, et parce que ça va être un moyen de se démarquer du drill, drill, D'accord. drill qu'on a bien entendu, forêt, 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 Oui, sachant bon. qu'ils ont déjà beaucoup, beaucoup forêt, que ça soit gage de cyste ou pas, et que du coup, il Mm. n'y a pas non plus encore des milliards de Mm. choses. Donc, Non, si c'est mais pour le faire avec le Canada et mettre oui. 25% de droits de douane, on va voir comment ils réagissent aussi pour Je le coup. vais, je vais relativiser quand même le sens de ma remarque, puisque les États-Unis, c'est un pays fédéral et les États ont Les chacun leur États ont beaucoup de politique liberté. Ouais. et heureusement d'ailleurs souvent la main sur les politiques énergétiques. Donc, bon, Mais c'est une bonne question quand même. Je prends Pascal. bon, Ça d'accord. permettait de poser des choses. Bon, je vais terminer avec Olivier. On va refermer cette heure. Je vous remercie vraiment de votre participation. C'était passionnant. Olivier et Johan, comment inspirez-vous autour de vous dans vos entreprises? Comment est-ce qu'on vous regarde, Olivier? Bon. C'est compliqué comme question. Parce qu'en fait, moi j'ai la chance que ces thèmes, c'est toute notre filiale qui est mobilisée sur le sujet. C'est-à-dire que contrairement à Johan, l'innovation, on continue à poursuivre l'innovation sur le C, Mm. mais en fait on est 16 000 mobilisés sur le sujet. C'est-à-dire que c'est une branche entière d'Engie, qui est Engie Solutions, qui est mobilisée là-dessus. Là, par rapport à votre question, drill, 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 nous, notre prétention, c'est d'aider à baisser, c'est très ambitieux, c'est d'aider à baisser le coût de la transition énergétique et d'aider la France et l'Europe à être plus, à augmenter sa souveraineté énergétique. C'est-à-dire Mhm. qu'à la limite, forêt, nous, on est pour si c'est forêt pour faire la géothermie, par exemple. Oui, Et oui, je on se comprends. conçoit Mm. comme opérateur de la circularité énergétique pour Mm. partager à l'échelle d'un territoire les besoins de chaleur, les sources de production et de consommation. Donc, si vous avez de la géothermie, vous avez de l'amas de lin qui est déchet du lin que vous pouvez brûler, vous avez de la chaleur fatale à l'industriel, vous mettez ça dans un réseau et vous distribuez ça pour les industriels, pour le bailleur social, pour l'école, vous avez mutualisé les besoins et vous avez dégagé de la souveraineté, vous avez baissé les sujets. Donc ça, c'est hyper important. Le nouveau sujet aussi sur lequel moi j'appelle à la mobilisation et qui peut être le sujet de l'EFC de demain, et c'est un message aussi à l'ADEME, c'est euh, la maîtrise du réseau électrique, qui est gros enjeu de demain avec l'électrification des systèmes. RTE a besoin de flexibilité électrique. Si on veut s'économiser 3-4 EPR pour pouvoir gérer le réseau électrique et mettre les consommations aux bonnes heures, et bien en fait, il faut mobiliser les bâtiments comme une source de flexibilité. Il faut mobiliser les acteurs du bâtiment pour pouvoir
agir. Il faut Mhm. mutualiser les bâtiments parce qu'un bâtiment tout seul, ça suffit pas. Il faut trouver comment faire ruisseler les économies de milliards sur des acteurs individuels. C'est un super beau sujet de l'EFC. Euh, D'accord. et Très donc, bien. Mhm. voilà, donc on fait aussi briller les yeux autour de nous. Bon, Et, voilà, c'est le sens de ma question. C'est une question que je pose aussi à Johan. Comment est-ce qu'on vous regarde dans cette société, qui est une société qui produit des phytosanitaires, dont la logique économique était sans doute, comme toutes les entreprises, d'en vendre au marché. Comment vous observe-t-on? Alors, je pense que ça reste le cas et l'ADN principal d'une société. On a un groupe industriel qui innove pas que dans la partie digitale, qui innove aussi dans la R&D, dans la recherche, la production de produits de qualité. C'est avant tout, BSF est avant tout un chimiste. Ouais. Mais donc, effectivement, nous, comment on nous regarde, honnêtement, il faudrait poser la question à mes collègues, mais je pense on est vraiment vu là comme une équipe. Enfin, je pense qu'on est regardé avec un peu d'espoir et d'espérance sur une approche complémentaire. Est-ce qu'elle remplacera complètement le modèle dominant? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit non plus l'objectif, mais en tout cas, comme une approche qui permet de diversifier et de mettre en place une autre logique. Et je crois que oui, il y a beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes autour de cette approche-là. Donc, on est extrêmement soutenu par le groupe, hein, financièrement d'abord. On l'a dit, hein, on est sur Hmm. un démarrage, mais également en termes de positionnement et de trajectoire. Ça fait beaucoup de sens, y compris en Europe. La France est beaucoup, je ne l'ai pas précisé, mais cette approche, elle est développée en France principalement, en Allemagne aussi, mais surtout en France. Et la France est beaucoup regardée au niveau du groupe avec cette expérience-là. Merci, merci Johan, merci François, Vincent, Olivier, merci d'avoir participé à notre webinaire. Oui, à l'innovation. Vous allez en retrouver ici ou là, hein, sur les réseaux sociaux. On essaiera d'en reprendre le meilleur, le plus porteur aussi, parce que c'est un message qu'il faut pouvoir diffuser. Toujours faire la pédagogie du changement. Quand on ne fait pas la pédagogie du changement, en général, on se trompe, hein, on passe à côté du sujet. Ne jamais renoncer à convaincre et pour ça, donc, utiliser les moyens dont on dispose. Merci, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Beaucoup.